Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on se retrouve sur le sujet peut-on prendre sa retraite avec le PEA. Effectivement, aujourd'hui, on va parler bourse. On nous l'avait demandé, on avait attendu un petit peu parce que c'est un gros épisode qu'on a dû un peu plus préparer que les autres et où on va vous donner plein de stratégies, de conseils. On va vraiment vous décrire pas à pas pour tous ceux qui ne connaissent pas les marchés financiers, comment ça fonctionne, ce qu'on en pense, les stratégies qu'on trouve pertinentes et celles qu'on a déjà utilisées. On sait d'avance que l'épisode va être un peu long, donc on va le faire en deux parties. Vous aurez la première partie cette semaine et la suite la semaine d'après. On commence tout de suite l'épisode et juste avant, jingle. On se retrouve tout de suite sur les petites actualités qu'on a à vous raconter et sur la traditionnelle boom anecdote du début d'épisode. Cette semaine, on va vous parler rapidement du projet que pour l'instant on garde encore un peu confidentiel. On attend d'en savoir plus avant de vous dévoiler tous les enjeux et les objectifs de ce nouveau projet. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est qu'en fait, on a eu une offre acceptée pour un bien immobilier depuis le 15 juin, que là, au moment où on enregistre cet épisode, on est début septembre, on n'a toujours pas eu de signature du compromis de vente. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'on est tombé sur un notaire boomer qui estime que notre dossier n'est absolument pas urgent et qu'en fait on est censé signer quand il en a envie. C'est ça, c'est le notaire de village et du coup en plus on a une succession dans ce projet-là et alors du coup lui il pense que on a le temps, visiblement c'est pas son argent avec les taux qui montent et du coup pour l'instant on se résigne au 15 septembre, soit quasiment 3 mois après l'offre acceptée. Je sais même pas si c'est légal en fait. En fait, il n'y a pas vraiment de texte qui définit quand est-ce qu'un compromis doit être signé. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a plutôt l'usage. L'usage, c'est en général quand on met une offre acceptée, on met que le compromis de vente doit être signé dans un délai raisonnable. Et en général, on précise que ce délai raisonnable est 1 mois maximum. Donc en théorie, avec une offre acceptée au 15 juin, on aurait dû le signer au 15 juillet. Bon, on n'est pas une semaine près, on sait que les notaires ont du retard. Nous, C'était les congés aussi. C'était les congés, exactement. Nous, on avait dit on veut le signer à dernière semaine de juillet. C'est ça. On est arrivé dernière semaine de juillet, on n'avait toujours pas de projet. Je commençais à mettre la pression, agent immobilier, notre propre notaire, on a commencé à relancer tout le monde. On arrive début août. On avait toutes nos équipes de notaires, parce qu'ils sont plusieurs à l'étude, qui étaient revenus de congé, qui étaient déter pour faire notre dossier, et qui en fait n'arrivent pas à avoir de retour du notaire. Il met des plombes à répondre. Apparemment, c'est un petit notaire, enfin quand je dis petit notaire, c'est une petite étude, visiblement qui n'a pas beaucoup de collaborateurs, et en fait il n'avance pas sur notre dossier, notre notaire n'arrive pas à avoir de retour, et c'est juste inadmissible. Enfin il a quand même osé dire à notre notaire, je vois pas qu'est-ce qui est urgent dans ce dossier. Bon, déjà de ça le regarde pas, et de deux, effectivement, c'est pas comme si les taux étaient en train de prendre 0,5% par mois, donc je vais finir par lui envoyer la note de ce qu'on va payer en plus comme intérêt. Enfin bon bref, vraiment il est en train de nous faire péter les plombs, parce que bon, on n'est pas du genre à presser nos partenaires. On sait qu'il y a certaines étapes qui mènent du temps, que les notaires, ça fonctionne toujours à l'ancienne. Moi, j'ai de l'empathie pour les notaires, c'est un métier comme le mien, du coup j'ai vraiment de l'empathie. J'ai pas l'impression. Pour les pauvres clercs de notaire qui sont obligés de travailler dans des études où on les fait bosser d'arrache-pied. Et effectivement, même dans les banques, ça aussi ça met un peu de temps. Donc bon, on est compréhensible. On sait que des fois on a mis 6 semaines, 7 semaines à signer un compromis. Là, honnêtement, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un cas où on a limite l'impression que le notaire d'en face il veut pas signer. On passe après d'autres dossiers. Alors moi, ce que je soupçonne, c'est que c'est un notaire de village qui a l'habitude d'être tout seul sur une signature de compromis. Il est fâché peut-être. Oui, je pense. Alors je vous file un dernier conseil là-dessus, c'est qu'en général, si les frais de notaire sur une vente immobilière sont fixes, que vous preniez un notaire ou 2 notaires, vous allez payer quasiment la même chose. Il y a juste des frais de débours en plus, mais bon, c'est négligeable. Et donc le souci qui se pose pour les notaires, c'est que s'il est tout seul, il prend 100% des honoraires pour lui, et quand ils sont 2, ils doivent se les partager, et ça c'est la loi qui le fixe. Donc je soupçonne que comme il est dans un village, à mon avis il doit connaître tout le monde, il a l'habitude de faire de l'entre-soi et de rarement avoir d'autres notaires avec lui sur des dossiers. Nous forcément on arrive de Montpellier, et puis bon c'est notre 10e opération, donc on a notre notaire par qui on passe à chaque fois et à qui on a toute confiance, et on ne voit pas faire une opération sans passer par eux. En plus ils nous connaissent bien, donc ils savent qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'il faut vérifier. Surtout on l'avait déjà dit comme conseil, mais prenez à chaque fois votre propre notaire, exactement. C'est un conseil quoi qu'il arrive, tout même à fait. s'il est comment on appelle ça, ministère officier ministériel. Voilà.
il vous conseille quand même sur votre patrimoine, il a en tête votre dossier, donc prenez toujours le vôtre quoi qu'il arrive, et même s'ils sont fâchés, c'est comme ça. Exactement. Donc voilà, moi je le soupçonne que c'est cette raison-là qui fait qu'il est absolument pas pressé pour qu'on signe notre compromis, et moi ça commence vraiment à me tendre. Il a de la chance d'être à 500 bornes, parce que je pense que j'aurais déjà débarqué à l'étude en simplement lui demandant mais pourquoi est-ce qu'on a toujours pas de date quoi? Parce que là au stade où on en est, on a toujours pas de date. Enfin bon bref, on finit avec la parenthèse de notre bout d'anecdote et en même temps sur la parenthèse immobilière, parce qu'aujourd'hui on va parler de la bourse. Alors Marie, à toi l'honneur. Vaste sujet, du coup, la bourse. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'une manière un peu globale et ultra simplifiée ce qu'est la bourse? Ultra simplifiée surtout, Ouais. Sinon on va partir dans un C'est cours ça. de macroéconomie. Qu'est-ce qu'on appelle la bourse? Dans quoi évolue-t-elle? Où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce que ça représente? Alors, la bourse, c'est en fait une place où on va négocier des biens meubles, tout simplement, et où en fait ces biens sont fongibles. Donc, c'est-à-dire que typiquement, quand vous avez une action Crédit Agricole, par exemple, si vous souhaitez la vendre et en racheter une autre, en fait, pour vous, ça revient au même. C'est-à-dire que votre action Crédit Agricole n'est pas numérotée. Vous allez vendre une action Crédit Agricole, en racheter une autre, et en fait, vous récupérez exactement la même chose. Donc déjà, c'est ce qui est important en bourse, c'est qu'en fait, on négocie des titres qui sont équivalents les uns les autres, et ce qui fait que finalement c'est très facile de négocier le prix, parce qu'il faut bien savoir que par exemple si on compare à l'immobilier, quand vous achetez un bien immobilier, mais en fait tous les biens immobiliers sont uniques. Vous allez vous retrouver des fois avec un bien qui va être grand, un bien qui va être petit, un bien qui va être placé vue mer, un bien qui va être placé vue montagne. Enfin bon bref, on peut pas négocier seconde par seconde des biens immobiliers, parce qu'en fait ils sont tous différents, ils ne sont pas équivalents, donc vous pouvez pas vous les échanger et vous dire à la fin de la journée j'ai acheté 3 biens immobiliers, j'en ai revendu 4 et au final j'ai racheté et vendu la même chose. Alors que typiquement en bourse, à partir du moment où vous êtes sur la même action, donc l'action d'une même entreprise, vous pouvez la négocier plusieurs fois dans la journée. À la fin de la journée, vous aurez la même action. Donc ça déjà c'est très important, et c'est ce qui fait justement que la transaction est très rapide. On est complètement à l'inverse de l'immobilier où on va mettre 6 mois pour faire une acquisition. Là en bourse, un ordre de bourse, en une centième de seconde, votre ordre est exécuté, vous avez acheté ou vendu une action. Ok, donc on a compris que c'était une place où les titres s'échangeaient, du coup, Tout à si fait. j'ai bien compris. J'ai pris l'exemple de l'action, il n'y a pas que les actions qui s'échangent. On peut quels sont les acteurs sur la bourse, du coup? On retrouve quoi comme type d'acteurs? Comme acteurs, vous allez avoir principalement les institutionnels. Il faut savoir que c'est quand même eux qui tiennent le marché et qui font peut-être 90 voire 95% des transactions. Donc quand on parle d'institutionnels, ça va être les assureurs, ça va être les fonds de pension, ça va être les fonds d'investissement, ça va être les banques surtout. C'est elles qui viennent acheter et vendre des titres en permanence. Donc quand je dis des titres, ça peut être des actions, des obligations, des matières premières, et qui vont créer ce qu'on appelle la liquidité pour le marché. Ça c'est très important en bourse. Pour qu'on ait une bourse qui fonctionne, il faut avant tout qu'on ait de la liquidité. C'est-à-dire, liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous passez un ordre, votre ordre peut être exécuté. Et en fait, Tu fais pas crédit, quoi. C'est pas une question de faire crédit, en fait c'est une question que si vous voulez vendre une action, vous avez quelqu'un en face qui veut vous l'acheter. Ça c'est possible quand on reste sur des petits ordres de grandeur, par exemple même une action Apple, il faudrait regarder combien il y en a qui sont négociés dans une journée, mais je pense que ça se négocie, ça en termes de quantité, je pense qu'on est sur des centaines de milliers d'actions très probablement. Donc ça veut dire que s'ils vendent des 1000, 10 000 actions, probablement que dans les 5 minutes qui suivent votre ordre, l'intégralité de votre vente ou de votre achat de 10 000 actions Apple va être exécutée. Maintenant, effectivement, si vous souhaitez en vendre 100 000 ou 200 000 dans la journée, vous risquez d'avoir un trou de liquidité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas assez de contrepartie pour vous le racheter. Ça, c'est déjà ce qui est très important en bourse. Je sais plus si c'est pas dans le film, le lot de Wall Street, là, où ils Oui. sont dans la salle des marchés et ils hurlent tous Oui. comme des putois avec leurs tickets à la main. C'est ça, non, être liquide? C'est qu'ils se les échangent et tirer un truc papier et se les échanger, c'est pas ça? Non, ça c'est pas la liquidité, c'était simplement à l'époque quand il y avait dans les années 90 encore, avant qu'on ait l'informatique, il y avait encore les places de bourse où en fait on s'échangeait des titres. Alors la plupart du temps c'était des ordres qui étaient passés par téléphone, et il y avait ce qu'on appelait le broker, donc la place de marché qui enregistrait les ordres qui passaient. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez célèbre, et notamment on le voyait à Wall Street où on peut encore trouver des vidéos, même dans des films, ils vont vous retracer ce qui se passait de cette manière-là. Aujourd'hui ça n'existe quasiment plus. Je crois qu'il y a encore la bourse de Chicago qui fonctionne un peu de cette manière-là, avec des gens qui crient dans tous les sens, mais très probablement que dans les 5 prochaines années ça aura disparu, parce qu'aujourd'hui tout se fait de manière informatique, et l'essentiel, voire quasiment la totalité des transactions sont électroniques aujourd'hui. Et ça vous l'avez surtout, notamment on a entendu parler depuis une petite dizaine d'années, c'est les robots de trading qui ont été mis en place par les banques et justement les institutionnels dont je parlais au début, donc les fonds de pension, les fonds d'investissement, qui ont des robots qui exécutent des secondes, ce qu'on appelle au tick.
Alors bon, ça je rentrerai pas énormément dans le détail, mais en fait quand vous avez des cotations, le tick, alors je sais plus, je crois que c'est un 10 millième de seconde le tick, et en fait du coup ces robots sont capables de négocier des titres vraiment à une rapidité que l'être humain ne peut pas évaluer. Mais justement c'est ce qui permet aussi d'avoir de la liquidité en face et que on se retrouve avec quand on veut passer un ordre à un acheteur en face qui peut ou un vendeur qui peut être notre contrepartie immédiate. Ok. Donc du coup là, quand on parle de titres, on parle généralement d'actions, d'obligations. Peut-être distinguer action-obligation. Ouais, ça fait référence. Ça c'est ta partie, ça c'est cours de finance. Allez, fais-nous péter tes cours que tu as fait en DSCG. Non, pour faire simple, en gros, une société, une institution a un capital. Donc une société, une personne morale. Une personne morale, c'est ça. A aussi des associés, des actionnaires, quand on parle d'actions. Et du coup, son capital est réparti est divisé dans un certain nombre d'actions. Et donc, il y a une valeur de base quand la société est créée. Et puis, au cours de sa vie d'entreprise, elle prend ou elle perd de la valeur. Donc on peut tout à fait spéculer. Donc en fait les actions ce sont les titres de propriété de l'entreprise. C'est ça. Et du coup forcément quand vous avez des actions, donc là pour les actions du coup, vous avez un droit au résultat généralement. Je simplifie, je sais qu'il y a 15 000 oui, tout à fait. d'actions. Mais... c'est, en fait, de manière simple, effectivement, l'action, c'est le titre de société d'une entreprise. Ouais. Donc, c'est effectivement ce que détient l'actionnaire. Donc, en contrepartie du capital qu'il a apporté au moment de la création, et on va le récompenser par une action qui est son titre de propriété, donc son droit au capital, qui lui ouvre en général deux types de droits. On a d'un côté le droit au dividende et l'autre le droit de vote. C'est ça. Dans certains cas un peu compliqués dont on ne parlera pas ici parce qu'on est en plein droit des sociétés et on va vous perdre complètement et on sort du cadre de l'épisode, mais vous pouvez des fois avoir des actions qui n'auront que des droits de dividendes ou que des droits de vote ou des droits de vote double ou des droits au dividende double. Bon bref. Ça dépend des sociétés, mais ce qu'il faut retenir du coup c'est que c'est plutôt les grosses sociétés. Vous n'allez pas trouver votre boulangerie sur les marchés financiers. C'est quand même important de le dire. Hein, c'est ça, mais c'est là où tu apportes une nouvelle distinction, c'est les titres de société qui sont ce qu'on appelle cotés en bourse et celles qui sont non cotées. Et là encore, vous avez une nouvelle distinction, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une très grande entreprise qui est cotée en bourse, Apple, typiquement on en parlait tout à l'heure, donc eux, l'intégralité du capital est détenue par un ensemble d'actionnaires et ceux-ci s'échangent leurs titres de capital sur le marché, donc au Nasdaq à une des bourses de New York. Et à l'inverse, vous pouvez justement avoir on parlait de petites entreprises, une boulangerie, effectivement ils vont pas être cotés en bourse, mais on peut même avoir des grosses sociétés qui elles non plus ne sont pas cotées en bourse. Oui, il y a des critères, je crois. Non, c'est un choix en général, c'est un choix de la direction. Les cotations en bourse, en général, c'est utilisé pour faire des appels de fonds au marché. Donc là, on revient sur à quoi sert la bourse. En soi, c'est avant tout pour lever des fonds. C'est ça, c'est après, lever de fonds, bon, il y a d'autres petites raisons annexes, mais on va dire que la réalité de la bourse, c'est simplement pour lever des fonds. La plupart du temps, quand vous avez ce qu'on appelle une introduction en bourse, donc une société qui n'était pas cotée en bourse, qui le devient, elle va la plupart du temps libérer une certaine quantité de son capital sur les marchés. Et en fait, ce qu'on espère, c'est que par rapport à ce qu'elle vaut au moment où elle est non cotée, au moment où elle va rentrer en cotation en bourse, son titre va monter et ça va permettre justement aux dirigeants, par exemple, de vendre une partie de leur action au marché, donc avoir tout un tas d'acteurs qui vont venir acheter des parts de l'entreprise et les fondateurs qui détiennent avant la cotation la majorité des actions, vont pouvoir récupérer des fonds et la plupart du temps ils vont les réinjecter dans la boîte ou les réinjecter dans une autre boîte. Enfin, le but, c'est de créer de la liquidité, de permettre à l'argent de mieux fonctionner dans le monde des actions et de la détention des entreprises. Effectivement, alors. Et les obligations, tout justement, j'allais y venir. Du coup, à l'instar des actions, on a les obligations. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est ? Alors les obligations, c'est tout simplement une dette, c'est un prêt. Donc par exemple quand vous allez vous faire très schématique, quand vous allez à la banque, par exemple vous achetez une voiture, vous faites un prêt consommation, vous devez le prêt consommation à la banque, vous avez une dette. Et l'obligation c'est exactement pareil, mais pour les grandes sociétés qui vont emprunter des fonds pour tout simplement financer leur projet, financer la vie de l'entreprise. Et au lieu d'émettre des titres de capital, ils vont émettre des obligations. Donc en fait c'est des droits au remboursement d'un capital et au paiement d'un intérêt. Donc l'intérêt
de la société d'émettre des obligations, c'est de ne pas diluer son capital. Par exemple, justement, vous êtes associé avec quelqu'un dans une boîte, vous n'avez pas envie d'avoir un troisième ou un quatrième associé pour apporter de l'argent. Vous pouvez décider d'émettre des obligations. Donc, vous émettez des titres de dette. Par exemple, vous émettez 100 000 euros d'obligations. Vous avez quelqu'un en face qui vous dit, bon, très bien, j'accepte de vous prendre vos obligations. Donc, je vais vous prêter 100 000 euros à l'entreprise. Et en échange, vous allez me payer un taux d'intérêt qui va être de tel pourcent par rapport, bon ça c'est des calculs financiers par rapport au taux de marché et à la notation au risque de votre entreprise. Et ça va justement, donc la différence c'est que l'action vous avez le droit de vote et le droit au capital, l'obligation vous avez le droit à l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on se rapproche d'un prêt qu'on ferait à une banque. Après il y a quand même pas mal de subtilités qui sont assez intéressantes. Par exemple dans les obligations, vous avez des obligations qui sont convertibles. Qu'est-ce qu'on appelle une obligation convertible? C'est que par exemple vous avez une obligation, donc en reprenant notre exemple, vous avez mis 100 000 euros d'obligation. La personne qui vous a prêté ces 100 000 euros peut, par exemple, au bout de 3 ans, décider de convertir ces 100 000 euros en droit au capital si vous ne lui avez pas encore remboursé. Et parfois, on peut avoir des obligations convertibles avec option. Par exemple, la personne peut convertir ses 100 000 euros en droit au capital dans 3 ans et vous pouvez refuser en lui payant une surprime, par exemple. Bon, on rentre un peu dans la technicité des obligations, mais c'est pour vous montrer que c'est pas action vs obligation, c'est juste deux outils qui sont assez différents et en fonction des cas de figure, des besoins de liquidité de l'entreprise, ils vont plutôt choisir un mode de financement ou l'autre mode de financement. Ce qu'il faut vraiment retenir, enfin pour moi c'est le nerf de la guerre sur la bourse, c'est que tout est en fait en jeu de pognon, de savoir qui a de la liquidité, qui en a besoin, à quel prix, quel rendement. Tout vraiment l'intérêt de la bourse, c'est de faire circuler l'argent dans ce qu'on appelle la sphère financière qui revient dans l'économie réelle. Alors bon, il y a plein de débats aujourd'hui de savoir est-ce que la sphère financière est si utile de la manière dont elle fonctionne et est-ce que l'argent revient vraiment dans la sphère de l'économie réelle. En tout cas, pour toutes les entités qui interviennent sur les bourses et donc qui négocie des titres cotés, parce que on parlait de cotation des actions, mais des obligations peuvent également être cotées. C'est simple, quand une entreprise est cotée dans une bourse, ses obligations vont être également, donc elles sont négociables de la même manière que ces obligations sur le marché. Donc c'est pour ça que toutes ces questions viennent en fait régler les besoins de financement de tel ou tel acteur. Juste pour revenir sur les obligations, du coup, les obligations d'État, c'est quoi la distinction par rapport aux obligations d'entreprise ? Alors les obligations... Parce qu'on nous dit souvent que c'est peut-être une bonne stratégie aussi d'investir dans les obligations d'État. Alors les obligations d'entreprise, c'est simplement des obligations que on souscrit des sociétés, donc ce qu'on appelle des acteurs privés. Et les obligations d'État, c'est tout simplement quand c'est un État qui émet une dette, parce que un État, il n'a pas d'action en fait. Un État n'appartient à personne. En soi, il est simplement sur un territoire, il est souverain, il a des citoyens qui vont voter pour élire ses représentants. Et éventuellement, si lui il a besoin d'argent, il peut pas se dire je vais me coter à la bourse de New York et on va émettre des actions françaises. Qui veut acheter des actions françaises, ça ne peut pas marcher comme ça. En revanche, ils vont émettre des dettes, des dettes d'État, ce qu'on appelle des bons du Trésor. Après, bons du Trésor, c'est la traduction française de Treasury Bond en anglais. Donc c'est simplement la plupart du temps quand vous avez soit les États-Unis, soit la France qui vont, enfin tout pays finalement qui va émettre des titres de dette, et vous avez là encore tous les acteurs du marché qui vont pouvoir acheter ces obligations et bénéficier du taux d'intérêt, et en échange l'État bénéficie du prêt d'argent. Après, pourquoi est-ce qu'un État emprunte moins cher qu'une entreprise ? Ça, c'est peut-être la question suivante. C'est tout simplement parce qu'en fait, on considère qu'un État ne peut pas faire faillite par rapport à une entreprise. C'est faux. Oui, c'est faux. Mais dans la théorie, vous avez par exemple Apple, même si Apple aujourd'hui c'est une très belle entreprise, peut-être qu'un jour Apple fera faillite et Apple n'existera plus. Si vous prêtez de l'argent à l'État américain, en théorie, il peut pas faire faillite. Après, un État peut faire défaut sur sa dette. Donc ça, c'est possible, c'est l'équivalent d'une faillite pour une entreprise. En revanche, quand une entreprise fait faillite, en théorie, elle disparaît. Quand un État fait défaut sur sa dette, il disparaît pas. C'est juste qu'il explique à ses créanciers, en fait, je vais pas pouvoir rembourser. Comment est-ce qu'on s'arrange ? Je vous paye moins, je vous paye dans une autre monnaie parce que ça me permet de me récupérer de l'autre côté en imprimant de la dette, en faisant monter l'inflation dans mon pays. Donc voilà, c'est pour ça qu'on considère que prêter un État, c'est moins dangereux. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, un exemple tout bête, une obligation Apple ou une obligation ukrainienne.
Je pense que l'obligation Apple est moins risquée à l'heure actuelle. Parce que bon, pour le coup, si on se met à horizon 12 mois, je pense que Apple sera encore là pour que peut-être que l'Ukraine ne le sera plus. Bon, blague à part, non, mais c'est pour vous donner l'idée qu'il y a les grandes théories, donc encore une fois que les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise. Et après, dans la pratique, on peut se retrouver avec des entreprises qui sont finalement qui ont tellement de liquidités, tellement de chiffre d'affaires, tellement de bénéfices que sur une certaine durée, on a difficile à imaginer que l'entreprise fasse faillite parce que même si elle traverse 3, 4, 5 années difficiles, elle aura toujours des liquidités pour faire face, alors qu'il y a certains États dans le monde qui ont déjà fait défaut sur leurs dettes. D'ailleurs, il y en a, le Venezuela, l'Argentine. La Grèce, c'était partiel parce que le FMI est arrivé, mais bon, là, des exemples actuels, le Venezuela est toujours un pays qui ne peut plus emprunter en dollars parce qu'en fait, il a fait complètement défaut sur sa dette. C'est vrai. Et alors du coup, quand on souhaite investir en bourse, donc nous, ce qui nous intéresse principalement, peut-être, c'est sur une stratégie long terme, je dirais, c'est les dividendes. Ça fonctionne comment du coup, dividendes ou coupons? Alors, sur une stratégie long terme, il n'y a pas que les dividendes qui sont intéressants. On peut chercher aussi de la plus-value en action, mais c'est vrai que qu'est-ce que le dividende d'une action? On en parlait rapidement tout à l'heure. C'est tout simplement le fruit du bénéfice de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous avez une société qui fait 100 euros de bénéfices par an et que vous en détenez 5%, en théorie, vous avez droit à 5 euros, donc à 5% du résultat. Après, ça dépend quand même. Est-ce que l'entreprise va décider de distribuer son résultat ou de le mettre en réserve? Donc là, on rentre encore dans la distinction entre bénéfices et dividendes. Ce n'est pas parce qu'une entreprise fait 100 euros de bénéfices qu'elle va forcément distribuer 100 euros de dividendes. Donc là, on a une autre distinction. Et également, quand vous avez du coup une entreprise qui, par exemple, si elle a fait 100 euros de bénéfices, elle en a mis 50 en réserve, elle en a distribué que 50, l'année d'après, si elle fait 0 de bénéfices, elle a toujours 50 de réserve qu'elle peut potentiellement distribuer. Donc vous voyez, c'est vraiment des notions qui sont assez complexes et où chaque mot a son importance. Mais effectivement, le dividende, c'est souvent ce qu'on regarde dans une stratégie patrimoniale. Pourquoi? Parce que quand on va acquérir des actions, on espère avoir le paiement du dividende, surtout si c'est une entreprise qui est connue pour payer un bon dividende. Et il y en a, il y a des entreprises qui payent parfois jusqu'à 7-8% du dividende. D'ailleurs, il y a un bon indice que vous pouvez regarder quand vous cherchez à savoir si une société paye ou pas du dividende, ce qu'on appelle le PER. Donc c'est le Price Earning Ratio. Vous verrez l'accent anglais. Et c'est simplement en combien d'années en combien d'années de bénéfices vous avez payé votre action. Donc par exemple, si une entreprise a un PER de 7, ça veut simplement dire que en 7 ans, vous aurez payé le montant de l'action que vous aurez dû verser pour l'acheter. Et ça varie tous les jours parce que c'est certain que si par exemple on prend une action Apple, si elle est à 100 euros un jour et à 150 euros le lendemain, forcément le jour où vous êtes à 100 euros, votre PER va être vachement plus bas que quand vous serez à 150. C'est pour ça que parfois, même quand les cours sont assez baissiers, ça peut être intéressant d'aller chercher des valeurs qui ont beaucoup décoté mais qui sont quand même connues pour avoir toujours versé du dividende et qui ont des réserves de liquidité importantes, en se disant bon, je sais pas si on est au plus bas, je sais pas si pour chercher de la plus-value c'est un endroit intéressant pour rentrer. En revanche, ce que je sais, c'est que quand je regarde le PER de l'action, si je l'achète maintenant, dans 5 ans de bénéfices, j'ai remboursé le prix de mon action. Donc là, ça vaut le coup. C'est un peu comme si vous regardiez un bien immobilier, que vous dites bon, c'est super, avec les loyers que je vais avoir sur cet immeuble, dans 5 ans je l'ai remboursé. C'est très schématique, mais c'est le même raisonnement. D'accord. Du coup, hormis les dividendes et les coupons, on peut trouver aussi des produits dérivés. Je sais qu'à la banque, vous en faites, non? Toi, tu es en banque privée, du coup, vous en proposez effectivement. Alors ça, c'est encore un autre type de produit financier qu'on peut acheter à part les obligations et les actions. C'est tout ce qui est produits dérivés. Avec on peut mettre les options, on peut mettre les produits structurés. Alors c'est des gros noms pour grosso modo appeler un contrat, ce qu'on appelle tout simplement un contrat financier. Donc c'est un institutionnel parce qu'il y a que les professionnels qui ont le droit de vous proposer ce type de placement qui vont vous fixer un contrat. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, grosso modo la plupart du temps ça va être un contrat où au lieu d'acheter une action ou une obligation, vous allez avoir un contrat qui va répliquer ce que va faire l'action ou l'obligation sur le marché et vous allez avoir une sécurité moyennant un prix pour l'émetteur. C'est très schématique. Moi, je vous conseillerais la plupart du temps de vous éloigner de ce type de produit. Tout simplement parce que quand on parle des produits dérivés, c'est typiquement ce qui avait amené par exemple à la crise des subprimes en 2007. Alors ça a été réglementé depuis, c'était un peu plus compliqué que ça à l'époque, il y a quand même beaucoup de réglementations qui sont passées, mais c'est vrai
que moi je déconseille, on va dire, aux investisseurs ce type de placement. C'est pas forcément toujours une question de risque parce que vous avez des produits structurés qui sont bien faits et qui auront un risque inférieur à une action par exemple et un taux de rendement qui va être pas comparable mais intéressant. La problématique que je reproche à ce type de produit, c'est que naturellement, si vous avez un émetteur qui vous propose ce type de placement, lui forcément, il faut qu'il se rémunère. Et comme on est dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que sur les marchés financiers, quand quelqu'un gagne de l'argent d'un côté, quelqu'un en perd de l'autre, il faut toujours savoir que si vous achetez un produit dérivé, vous allez devoir payer une commission à la personne qui vous l'a versé et ça va venir baisser votre rendement. C'est-à-dire que naturellement, vous gagnerez toujours moins avec des produits dérivés que directement en achetant des actions. En théorie, encore une fois, vous pouvez faire des bons ou des mauvais placements en actions comme en produits dérivés, mais en théorie, comme on est sur un jeu à somme nulle, si vous devez vous retrouver à payer des commissions importantes pour des produits dérivés ou des produits structurés, naturellement, ça va venir baisser le coupon maximum que vous pourriez obtenir du rendement de votre placement que si vous l'aviez acheté directement en action. Est-ce qu'il y a des indices boursiers qui sont mieux que d'autres ? Alors, parce qu'au final, on peut s'y perdre, hein, ça dépend sur quel marché on regarde. Effectivement, on a parlé de la bourse, on n'a pas encore parlé des indices boursiers. En Europe, les deux principaux qu'on va regarder, c'est d'abord, forcément pour nous Français, c'est le CAC 40, donc c'est les 40 plus grandes capitalisations françaises. Et par exemple, vous avez le DAX 30 qui est l'équivalent du CAC 40, mais en Allemagne, donc pour les 30 plus grandes entreprises allemandes. C'est les plus ou moins les deux plus grands indices qu'on va regarder en Europe et avec ce qu'on appelle l'Eurostoxx 50, donc c'est tout simplement l'indice européen des 50 plus grandes capitalisations européennes. Maintenant, en général, on va surtout regarder le marché américain parce que sur la sphère financière mondiale, c'est vraiment les États-Unis et le dollar qui tirent leur épingle du jeu et qui font la pluie et le beau temps partout. Et sur la bourse de New York, vous allez avoir trois indices qui sont hyper importants. Vous avez d'abord le plus important des trois, c'est le S&P 500. Donc c'est les 500 plus grandes capitalisations américaines, enfin en tout cas sociétés qui sont décidées de se faire coter aux États-Unis. Vous avez ensuite le Dow Jones 30, donc qui est les 30 plus grandes capitalisations industrielles américaines, qui est très important, on va dire, pour savoir si on est en récession, si on est en croissance économique. Enfin c'est vraiment un autre indice qui est très regardé. Et vous avez leur petit frère qui est devenu très célèbre depuis la fin des années 90 et qui ne cesse de battre record sur record depuis 20 ans quasiment, c'est le Nasdaq 100. Donc c'est les 100 plus grandes sociétés technologiques américaines. Donc du coup, si j'ai bien compris, si on s'intéresse à une entreprise, on va regarder où ses actions sont cotées, enfin sur quel marché, et du coup elles sont souvent cotées que sur un marché ou elles peuvent être sur plusieurs du coup ? Elles peuvent être sur plusieurs. Il faut savoir que qu'est-ce qu'on appelle un marché ? Du coup, vous avez le CAC 40, donc c'est la bourse française qui est cotée à Euronext. Donc en fait, Euronext, c'est simplement un broker. Donc en français, on appelle ça un courtier, mais ça n'a rien à voir avec le courtier qui va faire votre prêt immobilier, par exemple. C'est le mec qui tend son papier là et qui hurle. Oui, dans le lot de Wall Street, effectivement, c'est lui. Mais Euronext, c'est simplement une société qui enregistre des passages d'ordre de bourse au moment des échanges. Donc c'est la société de référence qui enregistre tous les échanges de titres. Moyennant forcément un coût, mais c'est là déjà que vous voyez qu'il y a une certaine différence par rapport aux exchanges de crypto dont on avait parlé dans un autre épisode, où c'est très décentralisé et vous avez peut-être du Bitcoin, vous pouvez en avoir sur 200, 300 ou 400 exchanges petits et grands à travers le monde. Là en général, une société elle va être cotée seulement sur une seule place, voire parfois sur deux. Il y a des cas, par exemple, j'ai un exemple, c'est Air France KLM. Ouais. Donc Air France, donc première société de transport aérien français, qui avait fusionné avec KLM, donc qui est une société néerlandaise. Ouais. Pour faire un géant européen du transport aérien et forcément comme ils ont fusionné avec une seule entité et que vous aviez Air France qui était une grande société française cotée au CAC 40 et que vous aviez KLM qui était une grande société néerlandaise cotée à la bourse d'Amsterdam, ils ont décidé qu'ils seraient cotés sur les deux places. Donc effectivement vous avez en parallèle des ordres qui vont être exécutés sur la place de Paris et sur la place d'Amsterdam pour la même société. C'est la plupart du temps quand une société est cotée à plusieurs endroits, c'est comme ça. Vous avez aussi d'autres exemples, c'est beaucoup de sociétés chinoises, par exemple on peut parler de Evergrande, le géant immobilier chinois qui est en cours de faillite, en tout cas sur sa branche américaine, sur la branche chinoise c'est pas encore le cas, mais bon on attend de savoir ce qu'il en sera dans les mois et semaines qui arrivent. Et vous avez par exemple Alibaba aussi qui est coté à la bourse de Shanghai et qui est coté à New York.
Ça, c'est AliExpress, Alibaba. Alibaba, exactement, c'est la maison mère de Express. Alors, je vous dis Alibaba, ça a changé depuis parce que les Chinois ont décidé de splitter en 4 entreprises sur la partie chinoise, mais en tout cas sur la partie américaine, Alibaba est toujours une seule société cotée à New York. Explique-nous comment est-ce qu'on cote une société. Comment est-ce qu'on la note? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que... Comment on estime son prix? Ouais, sur quoi on se base? Quelle est la référence? Alors là, c'est assez compliqué parce que en fait, il n'y a pas de règles. Ah oui, justement. On n'est pas comme sur. Bon, vous me direz, sur le marché immobilier aussi, pour estimer un bien, il n'y a pas de règles non plus. Mais là, c'est. C'est quoi? C'est des opinions que les gens se font de la société? Exactement. Vous avez déjà des grandes sociétés financières qui vont établir des notations. Donc il y a Standard & Poor's, Moody's et Fitch qui vont donner des notations. La France, elle a perdu une note là. Oui. Elle est passée en AA-, je crois. Oui, on était en AA+. Ouais. Et on est passé en AA-. Donc c'est une dégradation des notes qu'on attribue aux obligations d'État qu'émette la France. Ça veut juste dire que la France va payer un peu plus cher ses taux d'intérêt. Oui, j'avais regardé, ça faisait une différence de 0,20 à peu près sur notre taux d'intérêt. Donc effectivement, c'est pas à tes souhaits. Merci. Donc ça fait pas une différence énorme sur le taux d'intérêt, mais bon, quand on parle de milliards d'euros de dette, ça fait quand même une certaine différence. Donc pour revenir à la question que tu m'avais posée sur comment on cote une entreprise, la plupart du temps c'est l'entreprise elle-même qui va le décider. Alors forcément il faut qu'elle s'appuie sur des chiffres, on fait intervenir des commissaires aux comptes que tu connais bien, des experts comptables, des experts financiers, des auditeurs valoriser l'entreprise, qui vont valoriser l'entreprise. Et par exemple au moment où ils vont émettre les titres sur la place cotée, ils vont par exemple estimer que ça vaut 15 € l'action. C'était le cas de la Française des Jeux par exemple, quand elle avait été mise en vente par l'État et qu'elle avait été mise justement à côté sur Euronext sur la place de Paris. Ils avaient estimé que la mise en cotation allait être de 15 € et à partir de là c'est le marché qui décide. Et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que comptablement on peut émettre une valeur d'entreprise en se basant que sur les chiffres. La vérité c'est qu'en fait elle dépend de combien les prix on en payé en face. Voilà, c'est ça, elle dépend de toutes les plus-values qui en résultent, tout ce qu'on pense de l'entreprise, si on la revendait, etc. Exactement. Qui peuvent, qui d'un point de vue des chiffres, ne peut pas être matérialisé. Donc, exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la contrepartie. Il faut toujours savoir que quand vous faites une transaction financière, vous avez en face une contrepartie, c'est-à-dire quelqu'un qui va exécuter votre ordre. Ce n'est pas parce que vous décidez de vendre à, par exemple, si on reprend le cas de la Française des Jeux, vous décidez de la vendre à 25 €. C'est pas parce que vous décidez que vous allez mettre l'ordre à 25 € que vous allez trouver quelqu'un en face pour vous l'acheter. Peut-être que la personne en face, elle se dit 25 € c'est trop cher, je ne payerai pas au-dessus de 20 par exemple. Du coup, s'il y a une partie quand même qui est pas, d'un point de vue des chiffres, matérialisable et que du coup ça laisse... tu sais, il y a une partie de l'évaluation qui est due à ce que les gens pensent de l'entreprise. Oui, ça dépend des fluctuations de marché. Voilà, c'est ça. Il y a une petite partie du coup sur la spéculation qui est quand même ultra importante du coup. Si on pense qu'une entreprise va exploser tous les scores, on se dit je vais acheter maintenant, comme ça quand elle vaudra beaucoup, je pourrais faire une plus-value ou je pourrais prendre des gros dividendes. Exactement, on en revient à un des reproches que l'on fait toujours à la bourse et au fonctionnement actuel de la finance, c'est l'aspect de se demander comment limiter la spéculation, parce que la spéculation peut avoir des effets très néfastes sur une entreprise. Simplement, par exemple, vous avez une entreprise qui vaut 1000 et effectivement cette entreprise marche bien et du jour au lendemain, vous avez tous les acteurs du marché qui se disent cette entreprise va exploser, elle va faire 10 000. Le cours de bourse augmente, l'entreprise arrive à vendre des actions à un prix plus élevé, elle arrive à mieux se financer sur les marchés, à avoir des taux d'intérêt plus faibles sur ses obligations, et après du jour au lendemain, on se rend compte qu'en fait on s'est trompé, que son business model est peut-être cuit parce qu'en fait il y a une nouvelle technologie qui est arrivée sur le marché et qu'en fait son produit phare va moins se vendre, et du jour au lendemain elle revient à peut-être 500 alors qu'elle valait 1000 avant de s'envoler à 10 000. Donc on voit bien que ce n'est pas parce que vous avez une entreprise qui est estimée disons 100 milliards le lundi et 20 milliards le vendredi qu'en fait elle valait vraiment 100 milliards le lundi et 20 milliards le vendredi. C'est ce qu'on reproche finalement à la finance, c'est que en
en quelques jours, vous pouvez avoir des mouvements de marché qui sont significatifs sur la valeur des actions et donc sur la valeur in fine de la valorisation totale de l'entreprise, alors que pourtant, entre le lundi et le vendredi, la société fait exactement la même chose et en réalité, il ne s'est rien passé à part des sorties d'analyse, des notations et des choses qui sont très peu matérielles par rapport à réellement ce que va produire l'entreprise avec ses produits et ce qu'elle va proposer comme service à ses clients. Du coup, c'est quand même facile d'avoir des leads initiés ou d'influencer le marché, tu penses ? Alors, les leads initiés, je pense qu'il y en a. Il y en a toujours. En fait, le délit d'initié, c'est la manière de pénaliser un acteur qui aurait une information sur une société et qui l'aurait utilisé à son avantage pour en tirer un fruit financier. Donc par exemple, typiquement, vous êtes le dirigeant d'une entreprise, vous savez qu'elle va publier des chiffres catastrophiques le vendredi et à partir du lundi, vous décidez de liquider toutes vos actions en vous disant bon, je vais tout vendre avant d'annoncer les mauvais résultats, comme ça au moins moi mon patrimoine personnel sera pas impacté. Ça c'est un délit d'initié et tous les pays du monde quasiment ont un gendarme de la bourse qui vient réprimer le délit d'initié parce qu'en fait l'AMF, du coup, chez nous c'est l'AMF, aux États-Unis c'est la SEC, donc c'est très important je pense de l'avoir parce que sinon déjà il y a des mouvements assez importants et tout simplement ça sera encore plus le Far West que c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est comme tu as dit important de faire attention aux délits d'initiés. Par contre je pense qu'il y en a toujours tout simplement parce que déjà il y a des délits d'initiés qui sont légaux. Typiquement souvent ce que font les dirigeants d'entreprise, c'est ils vont acheter par exemple ils vont s'octroyer des bons ce qu'on appelle des BCA, donc des bons d'action qui vont pouvoir par exemple transformer au bout de 5 ans. Donc par exemple pour rémunérer le dirigeant et le motiver, il a droit disons à 1000 bons d'action par an et il doit attendre 5 ans avant de pouvoir les transformer en actions et de les vendre. C'est pas stock options. Si en anglais c'est les stock options, en français c'est LBSCA et tout simplement au bout de 5 ans il peut transformer son bon d'action en véritable action et en fait il décide de le vendre immédiatement au marché. On peut pas lui reprocher parce que ça fait 5 ans qu'il garde son bon, à partir du moment où il le transforme en action, mais théoriquement il peut le vendre. Sauf que patati patatra, pile au bout de 5 ans c'est le moment où l'entreprise doit annoncer une mauvaise nouvelle et que son cours de bourse est divisé par 2. Forcément qu'il était au courant et forcément qu'il s'est dit le calendrier tombe bien. Mais théoriquement on peut pas lui reprocher parce que pourtant dans la pratique ça fonctionne pas ça et ça c'est autorisé. On le voit aussi, il y a énormément d'entreprises qui souvent quelques heures avant d'annoncer une grande nouvelle sur la sphère financière vont voir déjà des mouvements sur leur cours de bourse. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont au courant et qui s'en servent. Après le problème c'est d'aller le démontrer tout simplement parce qu'en fait il faudrait contrôler chaque mouvement, arriver à tracer un lien de causalité entre la personne qui il y a tellement d'acteurs que c'est compliqué. Exactement. Donc à moins que ce soit gros ou que vraiment la personne soit facilement identifiable, en général les délits initiés sont assez peu réprimés. Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise qui fait faillite du coup ? Alors une entreprise qui fait faillite, en droit des procédures collectives, on revient sur la petite minute juridique de l'épisode, c'est tout simplement une entreprise qui ne peut pas faire face à ses dettes exigibles avec ses actifs réalisables. Donc en français, ça veut simplement dire qu'en gros, c'est une entreprise qui doit payer des dettes maintenant et qu'elle n'a pas de cash en face ou de cash monopolisable pour les payer. Donc tout simplement, vous pouvez avoir une société qui doit payer 1000 de dettes tout de suite, elle n'a que 100 en trésorerie, elle est donc en faillite. Alors même que son patrimoine ne vaut pas 0, parce que souvent on a l'abus de langage de penser que parce qu'une société est en faillite, elle ne vaut plus rien. En réalité, ce n'est pas qu'elle ne vaut plus rien, c'est simplement que elle n'a pas suffisamment de cash pour faire face à ses dettes immédiates. Donc en général, petit point comptable, c'est que l'actif ne suffit plus au passif. En fait, non, c'est l'actif réalisable qui ne suffit plus aux dettes exigibles. Oui, mais bon, si tu dis ça, après on va avoir des problèmes dans les commentaires. Autant pour moi. Donc effectivement, c'est pour ça que souvent quand vous avez une entreprise qui est en semi-faillite, la plupart du temps, elle va essayer de trouver deux grandes solutions. C'est soit repousser l'échéance des dettes, donc c'est négocier avec ses créanciers, soit obtenir des prêts immédiats pour payer les dettes exigibles, donc aller chercher de nouveaux prêteurs. Mais bon, dans les deux cas, en général, c'est compliqué parce que quand une entreprise commence à être proche de la faillite,
autant les créanciers ne veulent plus négocier et de nouveaux prêteurs ne veulent pas s'engager pour risquer des billes dans l'histoire. On avait le cas notamment de FTX sur les crypto-monnaies. On en avait, je crois, déjà un peu parlé de FTX dans un autre épisode. C'était la plateforme qui avait fait faillite en novembre. Et quelques jours avant qu'ils annoncent la faillite, ils avaient commencé à négocier avec Binance pour essayer de voir si ils pouvaient pas s'entendre pour se regrouper, fusionner, ou si Binance ne pouvait pas faire un prêt à FTX. Enfin, il y avait différentes solutions qui avaient été imaginées. Et pourtant, FTX ne valait pas zéro. C'était simplement qu'à l'instant T, elle avait plus de dettes que de cash disponible sur ses comptes. Le cours des matières premières, c'est une référence importante dans la bourse ou pas ? Alors oui, je pense au pétrole, à l'or, ce genre de choses. Alors oui, c'est très important parce que ça permet à beaucoup d'acteurs sur le marché de savoir à quel prix ils vont pouvoir avoir telle ou telle matière première. Et là, typiquement, on parle d'économie réelle, on parle pas uniquement de sphère financière, de savoir si une entreprise va se financer ou pas. Une matière première, c'est avant tout quelque chose qu'on va utiliser pour la transformer en un autre objet. Typiquement, l'or, bon, c'est une réserve de valeur pour à peu près 50% et c'est pour 50% un métaux rare qui sert à faire des microprocesseurs, à fabriquer tout un tas d'objets technologiques. Et effectivement, par contre, vous avez le pétrole qui, pour le coup, est une source d'énergie prédominante aujourd'hui sur la planète. C'est la source d'énergie numéro 1 qui est la plus importante dans notre société. Donc effectivement, le cours du pétrole et le fait qu'on puisse le coter sur le marché est super important. C'est un bon indice du coup si on veut se référer à quelque chose, savoir comment le marché se porte, on regarde ce genre de... Oui et non, parce que le pétrole c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en termes d'investissement, les matières premières en général c'est quelque chose qu'on déconseille aux investisseurs particuliers, vraiment, à part peut-être l'or où pour le coup ça peut, dans une stratégie ça peut s'utiliser, mais même par exemple l'argent qui est assez proche de l'or, c'est pas une grosse réserve de valeur, c'est avant tout un métaux rare qui sert dans l'industrie. Mais pour le coup le pétrole c'est très compliqué parce que on peut très bien être dans une... En fait, si le pétrole est trop haut, les actions vont baisser parce qu'on va estimer que ça va baisser les marges des entreprises. Si le pétrole est trop bas, les marchés actions vont baisser parce qu'on va estimer que la demande mondiale est trop faible et que du coup il y aura moins de consommateurs pour acheter les entreprises. Donc en fait le pétrole, faut toujours qu'il soit à un espèce de niveau moyen qu'on estime entre 40 et 80 dollars à peu près. Pour considérer que c'est un bon prix et que le monde va bien. Quand il est au-dessus de 80 dollars, en général, ça va pas, et quand il est en dessous de 40 dollars, ça va pas non plus. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, et à chaque fois que vous avez des news sur le pétrole, on sait jamais dans quel sens ça peut aller. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des news qu'on peut penser baissières, par exemple si l'Arabie Saoudite décide d'augmenter d'1 million de barils par jour sa production, en théorie c'est baissier parce que ça veut dire qu'il y aura 1 million de barils en plus par jour sur le marché, et pourtant en fait de l'autre côté vous avez la Chine qui affiche un excédent de croissance de 0,5% sur le précédent trimestre, et donc en fait on se dit que non, c'est la Chine qui va acheter tout le pétrole excédentaire d'Arabie Saoudite, donc ça va rien changer, ou à l'inverse ça va peut-être même le faire monter. C'est très très compliqué de savoir dans quel sens va le pétrole, et surtout que en fait en tant qu'être humain, on a souvent une logique linéaire quand on regarde l'évolution de quelque chose. Donc on a l'impression que si par exemple il manque 2% de pétrole, donc en gros disons qu'on est sur une base 100, en fait il y a que 98 barils, on se dit s'il manque 2 barils, ça veut dire que le cours va augmenter de 2%. Et non, ça veut surtout dire que s'il manque 2% de pétrole, vous allez avoir le cours du pétrole qui va doubler. Parce qu'il faudra que le cours du pétrole double pour que la demande de 2% diminue. C'est pour ça que c'est très très compliqué même pour nous à comprendre, parce qu'à l'inverse, si on se retrouve avec une demande à 98 et un nombre de barils à 100, donc on se retrouve avec une production de pétrole de 2% excédentaire, le pétrole n'étant pas une denrée qu'on peut stocker, ou très difficilement, parce que dedans ça prend beaucoup de place, de 2 ça s'évapore, de 3 c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui les infrastructures ont été prévues pour stocker parce que ça coûterait très cher. Forcément vous allez avoir le cours du pétrole qui va être divisé par 2 parce qu'il faut absolument qu'on puisse liquider le pétrole restant jusqu'à ce qu'on trouve suffisamment d'acheteurs pour rééquilibrer l'offre et la demande. Donc c'est pour ça que vraiment le pétrole c'est très compliqué. On l'avait vu notamment au moment du confinement en 2020, où vous avez le pétrole du Texas qui était passé en terrain négatif carrément, en tout cas sur les contrats à terme. Alors pourquoi le contrat à terme était passé en prix négatif alors qu'on se dit que normalement la bourse ça peut pas aller, ça doit aller à zéro, mais ça peut pas en théorie aller au-delà. C'était tout simplement parce que quand vous êtes un professionnel de l'investissement et que vous avez acheté un contrat à terme pour 100 000 barils de pétrole, en fait quand votre contrat à terme arrive justement comme le dit son nom à son terme, donc au moment où vous allez réaliser le contrat et donc avoir la livraison
livraison des 100 000 barils, en fait, soit vous venez les chercher à l'entrepôt, soit vous devez absolument trouver un professionnel qui est prêt à vous racheter les 100 000 barils. Et le problème, c'est que l'économie mondiale était en train de se refermer à ce moment-là. Il y avait tellement peu de demandes sur le pétrole que vous aviez tous les financiers qui se sont retrouvés en fait à vendre à perte leur contrat, c'est-à-dire à le vendre en terrain négatif. Pourquoi ? C'était avant tout pour payer le professionnel en face qui allait racheter les 100 000 barils. Donc en fait, simplement, vous avez des professionnels qui ont dit « Ok, on vous rachète vos 100 000 barils. Par contre, au lieu qu'on vous paye $40 par baril, c'est vous qui allez nous payer $25 pour qu'on prenne vos barils et que vous vous retrouviez pas à venir les chercher vous-même. » Ouais, j'imagine le lundi matin, bonjour. C'est ça. Donc c'était honnêtement, c'est un cas exceptionnel et je ne suis pas certain qu'un jour on revoit un pétrole en terrain négatif. Donc ça veut bien dire que le pétrole ne s'achetait pas. Ça veut dire que si vous veniez chercher un baril de pétrole, vous repartiez pas avec un chèque. Ça veut simplement dire que sur ce contrat à terme précis, il était passé en terrain négatif parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné, quelqu'un récupère le pétrole dont personne ne voulait. Du coup, nous, on n'est pas trader dans un fonds d'investissement. On a compris que la bourse était quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a quand même des stratégies à mettre en place en tant qu'investisseur, parce que le but, c'est quoi au final, si on est investisseur immobilier, on est investisseur en bourse. Exactement. Comme le disait le titre de l'épisode, c'est vrai que là, forcément, on a été obligé d'être très théorique parce que on était obligé de quand même poser les bases de qu'est-ce qu'était la bourse. Bon, mais tant mieux, c'est parfait. Alors, de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait quand on investit en bourse, quels sont les termes importants, qu'est-ce qu'on doit savoir et comment ça fonctionne vraiment. On n'a pas pu rentrer dans les stratégies, ça sera pour le prochain épisode, parce que nous-mêmes dans notre stratégie patrimoniale on a des actions, même si c'est pas le pilier aujourd'hui de notre stratégie, qui est avant tout l'immobilier, dans un second temps les crypto-monnaies et seulement dans un troisième temps la bourse. On vous expliquera aussi pourquoi c'est comme ça aujourd'hui dans notre allocation, parce que je rencontre beaucoup d'investisseurs qui parfois me disent moi l'immobilier, soit j'ai pas encore commencé, soit ça me parle moins, je préfère la bourse parce que moi les crypto-monnaies c'est pas non plus mon truc. C'est l'affinité des uns et des autres, ce qui est parfaitement compréhensible. On vous donnera quand même vraiment des stratégies concrètes sur comment démarrer en fonction de votre niveau, quelles sont les premières stratégies à mettre en place pour prendre, on va dire, un risque plus limité, comment après, quand vous commencez à être meilleur, à arriver à aller chercher sur le marché des actions des solutions pas vraiment avec effet de levier, avec un prêt comme on le ferait dans l'immobilier, mais avec des stratégies qui vont démultiplier vos revenus par rapport à ce que vous feriez avec une stratégie passive dans la bourse. Ça oui, on l'abordera aussi et on vous dira aussi est-ce que nous on le fait, est-ce qu'on le fait pas, pourquoi. Donc ça sera pour le prochain épisode. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas vraiment de nous laisser 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide vraiment, je vous en remercie. De vous abonner également sur Spotify ou Apple Podcast pour recevoir la petite notif quand on publie l'épisode tous les lundis matins. À vous abonner également à nos réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.